Bonjour à tous, bienvenue dans la bande à Bono. Autour de moi, mes deux principaux complices, Sandra Freeman et Arnaud Vivian. Autour de nos invités, il y aura aussi Hervé Pochon. Et en fin d'émission, François Simon, le chroniqueur gastronomique qui avance masqué. Dans la seconde partie de l'émission, après le flash de 17h, ce sera la revue de presse de la bande à Bono. Une émission spéciale dans le cadre d'une journée spéciale. Aujourd'hui, France Inter s'associe aux premiers états généraux de la condition pénitentiaire, initiés par l'Observatoire international des prisons. 3 invités dans cette émission, le philosophe Bernard Stiegler, le magistrat et enseignant Denis Salas et la journaliste Catherine Herzberg. Bonjour Arnaud, bonjour Sandra. Bonjour Donc voilà, nous sommes très contents de nous associer à cette journée spéciale de France Inter, donc en association avec les États généraux de la condition pénitentiaire qui se sont tenus toute la journée d'aujourd'hui à la Maison de la Radio. Donc nous avons lu tous ces livres, nous avons appris plein de choses, on va y revenir avec nos invités. Hervé Pochon, vous-même sorti de prison pour quelques minutes. Oui. Quelques mails de nos auditeurs. Alors, après oui. le passage remarqué de Romain Goupil dans cette émission. Évidemment que l'émission a suscité énormément de courriers. Alors je vous fais un petit résumé très rapide. Gilbert nous dit « Bonsoir, j'ai écouté cet après-midi un grand moment de radio comique. L'âne Goupil a sévi. Je pense qu'il est plus bête que méchant. Néanmoins, sa façon d'ignorer superbement les 650 000 morts civils irakiens frise ce racisme larvé anti-musulman que l'on perçoit bien dans les dires et les écrits de tous ces gugus qui ne jurent que par Bush et les USA. Je pense que les écrits de ces messieurs trouvent toujours dans les médias un écho inversement proportionnel à leur importance réelle. J'en veux pour preuve, les semaines qui ont précédé la guerre d'Irak, ces gens étaient minoritaires dans l'opinion et extrêmement majoritaires dans les médias. Bonne soirée et merci si vous m'avez lu. C'est fait. Alors Fabien, il a quelque chose à vous dire, Sandra. Je ne sais pas s'il a raison. Je le dis pour que les autres auditeurs... Dites-moi. Voilà. Il dit, petite précision à l'attention de Sandra Freeman. Alabama Song n'est pas une chanson extraite de l'opéra de Katsu, mais de grandeur et décadence de la vie de Mahagoni. Bien à vous, c'est signé Fabien. Merci Fabien. S'il y en a qui... Je ne sais pas quoi dire. Quelqu'un confirme autour de la table ? Oui. C'est le cas. Oui. Alors Fabien, Ouais, Fabien, nous avions 2 tort. points. Voilà. Qualifié pour le prochain tour. Et enfin, Pierre nous dit « Tiens, Goupil a changé de religion, les hosties sont sans doute meilleures ailleurs, il n'est pas honteux de s'être trompé, on doit au moins avoir la décence de ne pas venir nous faire la leçon ensuite. Voilà comment on passe de la prétention à l'insignifiance. » Dommage que Loïc Vacan ne figure pas parmi vos invités pour parler de la prison. En 1999, il avait écrit un ouvrage fondamental, Les prisons de la misère, raison d'agir. À lire absolument si on veut comprendre la prison aujourd'hui. Cordialement, Pierre. Et nos 3 invités d'approuver sur l'importance de cet ouvrage. Alors, Hervé Pochon, on vous retrouvera en fin d'émission pour votre reportage en prison. Vous nous en avez d'abord sélectionné un petit extrait ? Écoutez, j'ai passé... faut le dire, j'ai passé que 3 heures en prison, mais j'ai fait énormément de rencontres. Et entre autres, j'ai rencontré Menottes. Menottes, c'est son pseudonyme, évidemment, puisque n'avaient le droit de me parler que ceux qui étaient condamnés. Les prévenus n'avaient pas le droit. Et quand je leur demandais s'ils voulaient donner un prénom, ils avaient le choix de ce qu'ils voulaient. Donc lui, c'est Menottes. Il y en a un autre, c'était Soldat. À chaque fois, c'est quand même très ciblé. Mais donc Menottes est condamné il est en prison pour la 2e fois. Et il nous parle justement de la sortie et de ce qui se passera. On est en prison, à partir du moment où on est en prison, on s'en réfléchit et quand on sortira d'ici, chacun aura un choix. Soit le bon côté, soit le mauvais côté. Si c'est le mauvais côté, tu sais que tu auras des risques de revenir ici. Si tu prends le bon côté, tu as une chance de ne plus revenir ici. Donc voilà quoi. Après, c'est dans la tête, c'est psychologique. Et vous pensez que vous arriverez à faire le bon choix, que ici, ça vous donne les moyens ? Après, ça dépend des situations des gens. Moi, je sais que situation familiale, j'ai une fille, donc ça veut dire que là maintenant je suis là, c'est la première fois, donc je ne veux pas revenir ici. Et j'espère ne pas revenir ici. Mais après, ça dépendra aussi comment on va revenir ici. Parce que n'importe comment, il suffit seulement de se prendre la tête avec la police. Il suffit que d'un petit outrage, d'une petite rébellion, d'un mot mal placé, d'une altercation, d'une bagarre. Et voilà, maintenant, ici, en prison, on va bêtement. Tout le monde va bêtement. Pour un défaut de permis, tu peux venir en prison. Pour une parole mal placée, tu peux venir en prison. Pour un geste mal placé, tu peux venir en prison. Vous êtes là pourquoi ? Moi, je suis là pour justement outrage et rébellion et stup.
Catherine Herzberg, bonsoir. Vous publiez au Seuil Fresnes, Histoire de fou. Denis Salas, bonsoir. Bonsoir. Chez Hachette Littérature, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal. Bernard Stiegler, bonsoir. Vous ne publiez pas de livre là sur la prison, mais vous aviez publié en 2003 chez Galilée Passer à l'acte. Passer à l'acte, c'était une conférence au Centre Georges Pompidou où on vous avait demandé, je résume, de raconter comment vous étiez devenu philosophe. Nous, on vous avait reçu dans cette émission il y a quelques semaines maintenant pour votre dernier ouvrage chez Flammarion qui s'intitule « La télécratie contre la démocratie ». Alors Bernard Stiegler, l'expérience de la prison, vous la connaissez puisque vous avez été incarcéré 5 ans à Toulouse et près de Toulouse, je crois. Est-ce que vous pouvez dire que, quelque chose d'assez inimaginable d'ailleurs, mais que vous êtes devenu philosophe en prison ? Oui, c'est tout à fait le cas. Donc, le problème, c'est quand on dit ça. Bon, ce que disait le monsieur qui était interviewé, Menotte, là, c'était très très intéressant, tout à fait au début de ce qu'il disait. Il disait, ça peut être l'occasion de quelque chose, la prison. Moi, ça m'est arrivé. Ça a été la chance de ma vie. Je dis toujours ça. Mais c'est extrêmement paradoxal. Il y a toujours une très très grande hésitation à le dire parce que pour l'immense majorité des gens, c'est la catastrophe de leur vie. Et c'est bien plus, à mon avis. Aujourd'hui, je suis à peu près sûr. Je suis retourné en prison. J'ai fait des conférences dans des prisons ces dernières années, après avoir publié ce livre, notamment à Douai, où il y a un travail formidable qui se fait. On en parlera bientôt dans Télérama, d'ailleurs, avec un atelier de philosophie à Douai, qui est formidable. Je suis retourné donc dans les prisons. J'ai lu tout récemment, hier soir, j'ai commencé le livre de Catherine Herzberg aussi. La situation est devenue absolument abominable. Et je pense qu'elle n'a aucun rapport avec ce qu'elle était quand j'étais moi en prison. Je pense que quand j'étais en prison, c'était peut-être encore possible. Il y a 20 ans à peu près. Hein, il y a presque 30 ans. 30 ans. C'était encore possible, je crois, de s'en sortir. Par exemple, moi j'ai pu passer ma prison, toute mon incarcération seule. Alors voilà, c'était la première question très pratique qu'on avait envie de vous poser. Comment vous avez fait, Bernard Stiegler, alors qu'on ne parle que de surpopulation carcérale, de détenus littéralement entassés dans des cellules, comment vous avez obtenu ce privilège qui est aussi une exigence, parce que c'est la solitude, comment vous avez obtenu d'être seul en cellule ? J'ai arrêté de manger en disant tant que je serai pas seul, je ne mangerai pas. Donc ça a duré 3 semaines. Aux 3 semaines, j'ai été tranquille. Et puis dès qu'on m'a dit on va remettre, on va vous, parce qu'on me tutoyait pas moi en prison. On m'a dit on va vous remettre quelqu'un. Je disais j'arrête de manger immédiatement. Donc j'ai été au cachot plusieurs fois, pas pour punition, mais parce que tout simplement il n'y a pas de place. Donc je disais je préfère aller au mitard que d'être. Et je suis allé en QHS pendant quand même pas mal de temps. Ce qui était évidemment un peu dur. Les trop fameux quartiers de haute sécurité, où là les détenus sont dans un état d'isolement total. Totalement isolé. Il y a même un gardien, on ne peut jamais le voir en dehors du relation à travers une grille, sauf s'il y a 3 ou 4 gardiens ensemble. Bon, c'est dur. Mais pour moi, c'était beaucoup moins dur que d'être à plusieurs dans une cellule. Et du coup, aujourd'hui, vous plaidez pour à la fois la solitude et en plus le silence. Et vous dites qu'aujourd'hui, il y a le rôle de la télévision, on y revient, est très important. Et que vous avez l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir avec la présence de la télévision. Ah non, je pense que la chance de la prison, c'est de pouvoir faire un retour sur soi. C'est très très difficile, il faut être accompagné. Moi j'ai été accompagné, je n'en suis pas sorti tout seul. J'avais un ami philosophe, Gérard Granel, qui est décédé depuis. Et puis vous aviez une famille aussi. J'avais une famille, j'avais aussi appris à lire, à écrire. J'avais un goût pour la lecture très Et en même temps, vous n'aviez pas fait d'études Non, j'avais pas fait d'études. Enfin, j'étais allé jusqu'en seconde ou en première. Je m'étais fait virer du lycée en 68. Et puis finalement, j'ai eu un enfant et donc j'ai dû me mettre à travailler. Donc je suis devenu ce qu'on appelait un travailleur à cette époque-là. Voilà, mais j'avais la chance d'avoir une culture aussi politique, une culture littéraire, des parents qui, bien qu'étant de conditions modestes, m'avaient initié à la musique, un certain nombre de choses, et je croyais à un certain nombre de choses. Voilà. Et en quoi alors cette culture télévisuelle, puisque c'en est une forme, est encore plus toxique en prison, d'après vous ? D'abord, la tentation en prison, c'est de s'enivrer, d'oublier complètement la situation, par tous les moyens, que ce soit les anxiolytiques, la bière aussi, parce qu'il y a du trafic de cam, il y a tout ce qu'on veut en prison. Bon, et
Parce que la télévision pourrait être une fenêtre. Ça pourrait être une fenêtre, mais il faudrait que la télévision soit tout à fait autre chose. La télévision, ce qui se passe en prison avec la télévision n'est que le reflet de ce qui se passe dans la société. C'est pas ce qui est le plus dur à changer, la télévision ou la prison. Ça, c'est une question compliquée. Je pense que c'est la même question d'une certaine manière aujourd'hui. Vous pensez que c'est la même question aujourd'hui? Oui, parce que j'ai fait une conférence dans il y a un an dans un congrès de l'administration pénitentiaire, la question de la politique culturelle en prison. J'ai entendu Madame de Beaurepaire ce matin qui disait que la vraie question c'était la culture. Qui est l'héroïne, si je puis dire, de votre livre, Catherine Herzberg. Et je suis absolument d'accord avec ce qu'elle disait. J'ai perdu le fil, cela dit, excusez-moi de ce que j'ai dit. Prison et télévision. Oui, je pense que la télévision, c'est ce qui empêche le travail de la prison. Il pourrait y avoir un travail en prison. La télévision est pulsionnelle, en prison on fantasme énormément. La télévision est devenue une machine à exploiter les fantasmes, à les aggraver, à les tirer vers la pulsion. Bon, ça ne peut être qu'une catastrophe. Alors en même temps, je dis ça avec des bémols. Oui, je parlais de ce que j'avais raconté à Valence, à ce congrès de l'administration pénitentiaire, où je posais que l'emprisonnement par la télévision à l'extérieur est quelque chose qui produit l'emprisonnement réel, pas au sens figuré. Et je crois que en même temps, moi j'avais la radio en prison. J'avais la radio, mais je m'étais imposé de ne l'écouter qu'à des heures très spécifiques. J'avais une discipline, j'avais un rythme, et le livre avait un poids beaucoup plus grand que la radio. Par contre, la radio me nourrissait pour lire mes livres. Elle me donnait la bouffée de nouvelles, d'oxygène, etc. Vous écoutiez France Musique, France Culture? J'écoutais France Musique et France Culture essentiellement. Et les infos de France Inter à l'époque. Mais ce rapport au rythme, en fait, est-ce que c'est pas plus important? Parce que si on a une discipline, un rythme qu'on s'impose aussi par rapport à la télévision, ça peut être aussi quelque chose de contrôlé. Oui, et d'ailleurs, vous parlez très justement de ce rapport au temps. Tout à fait, mais sauf que si on est 3 ou 4 en cellule, ça devient absolument impossible. Parce que s'il s'agit de gérer... Alors moi je pense que de toute façon, je crois que la télévision en prison, dans les cellules, c'est pas une bonne chose. Sauf si c'est accompagné. Et que dans tous les cas, la force de la prison, c'est le silence. C'est l'apprentissage du silence. Alors moi j'avais des boules caisses. D'ailleurs je dors toujours avec des boules caisses. Je ne peux pas me passer de boules caisses. Monsieur Catherine Herzberg, dans son livre, parle très très bien du bruit assourdissant de la prison, du tintamarre. Oui. C'est assourdissant, mais quand on met des boules caisses, ça fait une espèce de brouhaha qu'on finit par oublier, comme un moteur quand on bosse dans une usine. Mais c'est là tout l'intérêt de votre expérience, Bernard Stiegler. C'est que là vous dites, vous la prison, ça a été pour moi, j'ai imposé ça à force de discipline, d'autodiscipline, la solitude et le silence. Or, quand on lit vos livres à tous, c'est la promiscuité et le fracas, c'est-à-dire exactement l'inverse. Alors, dans les centrales, il n'y a pas de promiscuité, les détenus sont tous en cellule. C'est quand même très très important. Et il faut distinguer les gens qui sont là pour 1 mois, pour 1 an, pour 10 ans, et pour une peine, comment on appelle ça, une perpétuité. Quand on est en centrale, on est seul. On devrait, dans les maisons d'arrêt, apprendre aux gens à vivre seuls. Les détenus ne veulent pas être seuls au départ. C'est rare, il y en a qui veulent l'être, mais la plupart, surtout quand ils sont jeunes, ils ont une trouille bleue de se retrouver seuls. Ils ont peur de la solitude. Ils ont peur du vide. Donc il faudrait les accompagner et leur apprendre, évidemment, à savoir tout ce qu'on peut tirer du fait d'être seul. Mais ce que disait Menottes, c'était bien ça. Quand même. Et moi, quand je suis allé à Douai rencontrer ces détenus qui font cet atelier de philosophie, tous cherchent, et ce ne sont pas du tout des intellos, des gens comme ça, ils cherchent le silence, la concentration sur soi, une forme de, j'employais un mot presque religieux, je ne suis pas du tout de ce côté-là, mais de recueillement. D'ascèse, exactement. Dans Passage à l'acte, Passer à l'acte, votre livre, vous écrivez ce mot-là, ascèse, qui est un terme religieux. Tout à fait. Et beaucoup, c'est étonnant le succès de la philosophie en prison. Moi, j'ai fait des cours de philo en prison. J'ai eu la chance, d'ailleurs, ça a été très émouvant pour moi. Il y a 6 mois, j'étais invité à Toulouse, à la prison, à l'administration pénitentiaire de Toulouse, là où j'étais emprisonné. Pas dans la prison, parce qu'elle est maintenant désaffectée, mais par l'équipe qui gère la région pénale dans laquelle j'étais. Et le monsieur qui m'a accueilli au train, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, c'était l'instituteur qui était dans la prison, qui un jour est venu me voir, qui d'ailleurs m'accompagnait, m'aidait, me faisait passer des bouquins et tout ça. Et un jour, on m'a dit, mais est-ce que vous ne voudriez pas faire des cours de philo à des candidats au bac? Moi, j'avais pas le bac. Et j'ai fait des cours de philo pendant 6 mois. Après, j'ai été jugé et j'ai été transféré en centrale. Et ça a été absolument génial pour moi.
ces détenus avaient une attention. On a fait qu'un texte. C'était l'apologie de Socrate, qui se passe en prison. On n'a fait que ce texte-là, et c'était des fabuleux étudiants, Et quand je suis allé à Douai, j'ai vu cet atelier de philosophie où il y a une quinzaine de détenus de Douai. Il y a des gens qui ont là-dedans 50, 55 ans. Ils s'engagent dans les textes, ils travaillent, c'est absolument extraordinaire. La prison pourrait être un lieu, véritablement, je dirais pas du tout de rédemption, parce que c'est pas du tout le salut dont je parle ici. Et vous insistez sur le conditionnel. Pourrait être. Parce que c'est absolument le contraire. La prison aujourd'hui est une machine vindicative à humilier les gens, à les traîner dans la boue, à les détruire, et c'est un scandale absolu. Et les politiques, les hommes et les femmes politiques ont une responsabilité énorme, parce qu'on dit en ce moment qu'on est en train d'accumuler des déchets toxiques, que la planète est en train de... Mais on est aussi en train de produire dans les prisons en France, aux États-Unis et partout, des fous furieux qu'on va être obligé de toute façon de relâcher. Et tout ça est en train, et c'est une accumulation de haine, de folie, de vengeance. C'est la régression, c'est l'anti-civilisation, c'est la barbarie. On dit souvent que la civilisation, c'est ce qui renverse la vendetta en système de droit. On est en train de régresser, de détruire le droit. Monsieur Sarkozy, Madame Royal, les candidats ne disent rien de cela parce qu'ils sont lâches, profondément lâches. Parce qu'évidemment... Les propositions de ces quelques journées vont être transmises. Oui, tout à fait. À tous les candidats, et elles l'ont déjà été, à tous les candidats à la présidentielle. Il faut dire qu'elles ont débouché sur un manifeste dont d'ailleurs une des notions importantes, c'est l'encellulement individuel. Parce que vous parliez de ça, Bernard Stiegler, c'est vraiment, là, c'est la première chose qui est posée dans ce manifeste, c'est l'encellulement individuel. Et si on veut pratiquer cet ascèse, ce travail dont vous parlez, c'est obligatoire. Ah oui, ça, c'est la condition sine qua non. Moi, je trouve ça formidable que ce soit le résultat, parce que cette enquête a été produite par les détenus eux-mêmes. Et ça veut dire que les détenus comprennent bien, même s'ils ont peur au départ de la solitude, que finalement, c'est par là qu'il faut aller. Maintenant, ça supposerait qu'il y ait un projet culturel pour la prison et éducatif. Et ça, aujourd'hui, c'est absolument non. C'est impossible. Moi, j'ai eu cette chance extraordinaire que Gérard Granel, qui était un philosophe de grand renom à l'époque, considéré comme héritier de Sartre à un moment donné, etc., et qui était par ailleurs quelqu'un de très culotté et d'extrêmement volontaire. Quand j'ai été arrêté, je le connaissais bien, c'était un ami. Il a foncé chez le juge d'instruction. Comme c'était une sommité académique, le juge n'a pas osé ne pas le recevoir. Il lui a dit, il faut absolument que ce type ait des bouquins. Bon, si Granel n'avait pas fait ce geste, j'aurais été écrasé comme tout le monde. J'ai eu un privilège. Il y avait une bibliothèque dans ma cellule. Et quand je changeais de cellule, je trimballais des cartons de bouquins. Et les gardiens, les surveillants n'étaient pas du tout agressifs par rapport à ça. Contrairement à une image... Il y a des surveillants qui sont tout à fait preneurs de ça. Il y a des gens intelligents en prison. Ça pose la question du travail aussi en prison, parce que si on veut étudier, il ne faut pas travailler. On sait que quantité de détenus doivent travailler pour pouvoir cantiner, c'est-à-dire accumuler des provisions, parce que mais là aussi... justement, les cigarettes, la télévision... Voilà. Et Catherine Herzberg parle très bien de la très mauvaise nourriture en prison, en tout cas à Fresnes. Donc il faut cantiner, donc il faut travailler, donc on ne peut pas étudier. Donc c'est ce cercle vicieux. L'injustice sociale se répercute là comme ailleurs. Il y a des gens qui ont de l'argent de l'extérieur. Moi, j'en avais très peu, mais j'en avais un petit peu quand même. Mon frère aîné m'envoyait un petit peu d'argent. Ça me permettait d'acheter mes clopes, ma ricorée et une pomme par jour. Et c'est sûr que si je voulais aller gagner ma vie pour ça, il fallait que je travaille 3-4 heures par jour pour gagner 200 balles par mois. À l'époque. Parce qu'il y a une exploitation aussi des prisonniers dans le travail qui est absolument scandaleuse. 30 €. C'est une honte ce qui se passe sur ce plan également. Les prisons françaises sont une honte absolue. D'ailleurs, la France est condamnée par l'Europe, et condamnée très régulièrement, et il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société de la pulsion. Qu'est-ce qui fait que les gens sont allés en prison ? C'est parce qu'à un moment donné, ils ont été débordés par leurs pulsions. Nous sommes tous habités par des pulsions. Mais aujourd'hui, on tient un discours de politique pulsionnelle, de télévision pulsionnelle, qui pousse les gens à la pulsion, soit dans le passage à l'acte qui va conduire en prison, soit dans la vengeance, dans l'instinct de vengeance qui va aggraver la situation en faisant passer les gens en prison. Donc on est dans un cercle vicieux. Il faut briser ce cercle vicieux. Comment justement, lorsque vous évoquez la punition, même dans le texte que je lisais tout à l'heure, qui doit passer par la privation, dont vous parliez tout à l'heure, et en même temps, comment on peut être dans la privation sans désociabiliser ?
Comment on trouve cet équilibre-là ? Vous savez, moi, j'ai eu de l'intuition et du flair quand je suis arrivé en prison. D'abord, je rêvais d'écrire quand j'étais gamin, avant d'aller en prison. Et je me suis dit, après tout, d'abord, j'ai fait comme tout le monde. J'ai réfléchi comment j'allais me suicider, parce que c'est la première chose. Puis après, j'avais quand même 2 gosses. Donc je me suis dit, non, je vais pas me suicider, je vais tenir le coup, je finirai par sortir, etc. Et puis, je me suis aperçu que je savais pas écrire. Mais j'ai eu les livres grâce à Granel. Et finalement, je me suis aperçu que le monde, quand il était absent, quand on y réfléchissait, pouvait se présenter d'une manière nouvelle. J'ai eu la chance de lire des choses comme, par exemple, ces 2 vers de Stéphane Mallarmé, « Ma faim qui d'aucun fruit ici ne se régale, trouve en leur docte manque une saveur égale. » Et ça s'appelle l'ascèse, précisément. Après, je me suis aperçu que ce chemin que je faisais comme ça de manière très empirique, intuitive et en tâtonnant me conduisait lentement, mais de manière absolument certaine, à ce qu'on appelle en philosophie la phénoménologie, c'est-à-dire le fait de neutraliser l'expérience empirique pour la pensée. Et je me suis aperçu que j'étais dans une situation intrinsèquement philosophique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut enseigner dans les prisons. Vous pensez que la philosophie est à la portée de tout le monde ? Bien entendu, bien entendu. Il faut être patient. Tout le monde ne peut pas y accéder par la même voie, mais moi je pense qu'on ne peut philosopher que si on pose a priori que n'importe qui peut accéder à la philosophie. Après, ça peut demander 20 ou 30 ans. Moi je pleurais quand je lisais Heidegger, par exemple. Je ne comprenais rien, mais je m'acharnais et j'avais des profs qui m'envoyaient des trucs. Bon. Et puis petit à petit, j'avais du temps. C'était ça ma chance, et c'est ça la force de la prison. On a du temps. Bon. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Maintenant, j'étais accompagné, il y a beaucoup de gens qui sont pas la plupart des gens sont absolument isolés, sans aucun lien avec quiconque. Et donc voilà, il faudrait organiser. Mais c'est ça, Bernard Stiegler. En fait, vous racontez votre parcours, mais vous avez l'extrême lucidité de savoir qu'il ne peut pas être exemplaire, que les conditions ne sont pas du tout réunies pour son exemplarité. Elles ne sont pas du tout. Mais elle pourrait l'être, non pas pour... parce qu'il y a des tas de parcours, et il ne s'agit pas de faire de tous les gens qui sortent de prison des philosophes ou je ne sais quoi. Mais il y a des tas de choses à faire. Moi, par exemple, quand je suis arrivé... D'abord, j'ai découvert le sport en prison. Vous êtes mis à courir, dites-vous. Je me suis mis à courir, je me suis mis à faire de la salle, je me suis mis à faire de la corde lisse. J'adorais en sortant de prison. D'ailleurs, j'étais accro au sport, parce que vous savez qu'on devient accro au sport. Donc, quand je suis arrivé à Paris, j'étais malheureux. Elle me manquait, ma prison, d'une certaine manière. C'est terrible de dire ça, mais mes conditions de vie que je m'étais forgées me manquaient. J'ai perdu le fil encore, excusez-moi. J'ai encore perdu le fil de ce que je parlais de l'exemplarité. Oui, tout le monde ne peut pas devenir philosophe ou je sais pas quoi. Mais quand je suis arrivé à Muret, là où il y avait des gens qui étaient en prison depuis 12, 15, j'en connaissais un qui avait fait 20 ans de prison. J'ai vu qu'il y avait des types qui étaient des athlètes, mais absolument incroyables, en particulier des handballeurs. C'était des forces de la nature. Et ces gens-là butaient contre leurs limites physiques. Quand je suis sorti de prison, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Derrida avant même de sortir de prison. Il m'a écrit en prison. Et quand je suis sorti, il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose pour moi. Je lui ai dit, mettez-moi en contact au ministère de la Culture, j'ai une proposition à leur faire pour les prisons. Et c'était de développer le cirque et l'enseignement du théâtre, c'est-à-dire le passage du corps comme exercice sportif à un corps qui exprimerait, qui symboliserait, etc. Et je pense qu'il faudrait faire des choses comme ça. Les arts vivants. Les arts vivants et tout ce qui permet à l'individu, avec son équipement, sa mémoire, son corps pas forcément athlétique, ça peut être un corps même difforme, mais il faut apprendre à faire quelque chose de son corps. C'est un lieu où on peut s'individuer, la prison. Et d'ailleurs, il s'y passe des choses vraiment... Moi, j'ai rencontré des types absolument exceptionnels en prison, souvent dans une désespérance totale, mais qui ont fait des expériences absolument incroyables, quoi. Et des parcours seuls, parce que cette solitude... C'est-à-dire qu'on pourrait faire bien des choses, en fait, si je vous comprends bien, Bernard Stiegler, sans atteindre forcément votre niveau d'ascèse. Parce que quand on vous lit et que vous dites que, évidemment, la privation de la vie sexuelle, la misère sexuelle qui est considérée comme une des peines du prisonnier, vous racontez, c'est pas gênant de vous en parler parce que c'est quelque chose de très intime, vous racontez dans ce livre que les mauvaises pensées du matin, voilà, on est privé de vie sexuelle, on a envie de se masturber, vous racontez que vous vous obligiez à lire quelques vers de Mallarmé tous les matins. Je ne restais jamais au lit. Dès que j'étais réveillé, je me levais immédiatement pour éviter ce genre de délire. Et d'autre part, immédiatement, je lisais des poèmes de Mallarmé. Pendant 5 ans, j'ai eu Mallarmé. Bon, tous les matins, en me levant, pendant une demi-heure.
Et évidemment, qu'est-ce que ça produisait? Une projection dans le sublime. Parce que c'est un lieu de sublimation, la prison. La sublimation, c'est la base de la société. C'est la base du bonheur, c'est la base de l'éducation, de la culture. Les géométries, c'est de la sublimation. Le code civil, c'est de la sublimation. Tout ce qui fait que nous sommes des hommes et non pas des porcs, c'est de la sublimation. La prison est un lieu où l'on peut produire de la sublimation. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de donner un sens de rédemption à la peine. Ça, il y a des gens qui le donnent. J'ai connu par exemple Paul Montes, j'espère qu'il est toujours en vie, qui était pasteur, et lui essayait de me convaincre. C'est très très bien. Hein. Tant mieux, au moins qu'il y ait des gens comme ça, c'est très très bien. Parce qu'eux, ils accompagnent un peu. Mais c'est pas ce que je dis là n'est pas nécessairement le sens de la peine comme rédemption, crime et châtiment et compagnie. C'est pas nécessairement ça. En revanche, il y a objectivement une possibilité de socialisation dans la prison à condition de s'en donner les moyens. D'abord de mettre moins de gens en prison pour rien, comme le disait Benoît, parce que c'est scandaleux, le nombre de gens qu'on fout en tôle aujourd'hui, à commencer par des malades mentaux ou des gens qui ont des difficultés, qui sont détruits par la société d'aujourd'hui et qu'on fout en tôle parce qu'on ne sait plus où les mettre, tout simplement. C'était déjà le cas quand j'étais en prison, mais je crois que c'est bien pire aujourd'hui. Et d'autre part, il faut, pour ceux qui doivent passer par la prison, parce que je pense que il fallait que j'aille en prison. J'avais commis des actes criminels. Des braquages. Bon, voilà, je trouve aujourd'hui que j'ai eu la chance d'accepter immédiatement cette situation. Ça, pour une raison que j'ai pas complètement analysée encore aujourd'hui, très vite, je me suis dit, bah oui, attaquer des banques, tu vois, en tôle, c'est normal. Bon, j'avais du surmoi, si vous voulez. Vous prépariez votre sortie dès que vous êtes rentré, d'une certaine façon? De toute façon, la première chose que je me suis dite, la première chose, mais au bout de très peu de temps, au bout de quelques semaines, je me suis dit, tu vas ressortir, tu ne dois pas voir les choses comme quand tu es entré. Donc, il faudra, parce que moi, ce qui m'a apparu immédiatement, c'est terrible d'être privé de liberté. Moi, j'étais très vivant, j'étais très attaché à mes gosses, à mes amis, à la musique, à la vie. J'adorais la vie. Bon, hein, j'ai aussi fait des braquages par excès de vitalité. Hein. Bon, comme beaucoup de gens qui vont en prison, d'ailleurs, ont des problèmes de survitalité. Hein. Et donc, se retrouver là, comme ça, c'est absolument terrible. Mais du coup, je me suis aperçu que le monde, tout à coup, me manquait. Un monde que j'avais cessé d'aimer, parce que quand vous vous mettez à braquer et à prendre des risques pareils, surtout quand vous avez des gamins, c'est qu'il y a quand même un problème de perte de relation au monde. Donc je me suis dit, voilà, je savais pas pour combien de temps j'étais là. D'ailleurs, je pensais passer beaucoup plus longtemps que je n'ai passé. Parce que finalement, je n'ai fait que 5 ans de prison. J'ai été condamné à 8 ans. J'aurais pu prendre 15 ans pour des braquages. C'est très grave, les braquages. Donc je m'en suis très très bien sorti. Je pensais être là pour plus longtemps, mais je me suis dit d'emblée, ce qu'il faut, c'est que je puisse revenir au monde. Voilà. Merci beaucoup Bernard Stiegler. Donc je rappelle que vous êtes philosophe, directeur du développement culturel au Centre Georges Pompidou. Vos 2 derniers livres en date viennent de paraître donc chez Flammarion. Et si vous êtes intéressé par cette expérience et cette réflexion, votre livre à propos de votre expérience carcérale donc s'intitule Passer à l'acte et il est publié chez Galilée. Merci beaucoup. À bientôt. Nous on se retrouve tout de suite. La bande à Bono revient avec Sandra Freeman, Arnaud Vivian, Hervé Pochon et la suite de son feuilleton en prison. Et en fin d'émission, la chronique gastronomique de François Simon. Cette 2e heure de la bande à Bono tournera autour de la condition pénitentiaire avec Denis Salas, magistrat et enseignant qui publie chez Hachette Littérature La volonté de punir, essai sur le populisme pénal. Et Catherine Herzberg qui est journaliste et qui publie au Seuil Fresnes, histoire de fou. Mais tout de suite, c'est la revue de presse de la bande à Bono. Une revue de presse qui commence par une disparition. C'est pas tellement qu'on aime ça, mais on se dit que si on le fait pas, personne s'en occupera. On a appris la mort vendredi à l'âge de 53 ans d'une comédienne qui avait fait beaucoup parler d'elle dans les années 70. Elle s'appelait Anissé Alvina. Elle est morte à 53 ans. C'est jeune. Elle était d'origine iranienne et on l'a découverte dans les films d'Alain Robbe-Grillet et en particulier ce film devenu mythique de 1974 qui
s'intitule Glissement progressif du plaisir. Alain Rebrier, vous m'entendez ? Oui. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonjour. Est-ce que vous pouvez juste me raconter comment vous avez rencontré Anissé Alvina ? Oui, je vaguement le souvenir que ma femme, qui savait que je cherchais une actrice très jeune et qui accepte de se déshabiller, m'avait signalé Anissé, dont je ne connaissais pas l'existence, qui venait de jouer un petit rôle dans Le Rempart des Béguines, je crois. Je crois que ça devait être son premier rôle. Le Rempart des Béguines, absolument. Oui, donc je l'ai appelée, je l'ai rencontrée, j'ai dîné avec elle, c'était très drôle parce que elle était extrêmement jeune, elle était mineure et moi j'étais un peu le grand méchant loup. Alors, je me rappelle qu'au restaurant, elle avait mis un énorme sac, comme entre à balle les filles, vous savez, où il y a des tas de saloperies, et comme si c'était pour m'empêcher de m'approcher d'elle, etc. Alors, c'était assez drôle parce que je voulais effectivement une fille qui soit pas dérangée par sa propre nudité. Et Anissé était extraordinaire. Elle était d'un naturel. Elle jouait toute nue avec un naturel ou un pseudo-naturel, probablement un peu vicieux quand même. Seulement, comme elle était mineure, j'avais signé un contrat avec sa mère et sa mère avait fait mettre cette clause étonnante que sa fille jugerait au fur et à mesure, au cas par cas, de ce qu'elle acceptait ou pas. C'est-à-dire que c'est elle-même qui déciderait ce qui était contraire à sa pudeur. Alors au début, je prenais des précautions extraordinaires. Je lui dis, vous croyez pas que là on pourrait... Ouais, ça va être marrant, disait-elle. Car elle était d'une spontanéité, d'une décontraction absolument extravagante. Rare chez les actrices, et d'ailleurs ce n'était pas une vraie actrice. Elle n'a pas fait de carrière parce qu'elle était trop paresseuse. Mais là, j'ai tout de suite été amoureux d'elle et évidemment, j'ai fait le film pour elle. Et elle est extraordinaire. Donc, Glissement progressif du plaisir en 74. Un autre de vos films juste après, Le jeu avec le feu, qui était presque, vous allez me corriger Alain Rebrier, mais presque une parodie amusée de vous-même, non ? Enfin, si on veut. Si on veut. Si ça vous plaît de dire ça comme ça, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Mais alors, dans Le jeu avec le feu, elle était moins naturelle parce que elle avait comme partenaire Noiret et Trintignant, c'est-à-dire des grosses bêtes. Et elle tenait à montrer qu'elle n'avait pas peur des grosses bêtes. Seulement, elle se prenait pour une vedette aussi. Alors, il lui fallait une Mercedes pour la prendre chez elle et la conduire au studio, etc. Elle n'était plus du tout aussi spontanée et elle est moins bonne. Car ce qui est étonnant dans Glissement, c'est quand même le naturel avec lequel elle provoque la cupidité masculine. Mais un naturel, vous savez, comme de petites filles provocantes. Et ça, évidemment... Qui n'était pas fait pour vous déplaire, Alain Rebrier. Ah non, bien entendu, c'était fait pour me plaire, au contraire. Mais après, alors, elle se prenait pour une actrice qu'effectivement, elle n'était pas, parce qu'alors, par exemple, je voulais qu'elle change de coiffure dans Le jeu avec le feu, parce qu'on ne voyait pas sa figure. Ah, mais mes cheveux, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, j'ai mes cheveux comme ça, et puis c'est tout, quoi. Elle refusait absolument à se plier à toute... Vous savez que c'est un métier dur, dur et pénible et qui demande à la fois une invention, mais une soumission en même temps, et elle en était tout à fait incapable. Le paradoxe, Alain Rebrier, c'est qu'elle était d'origine iranienne, donc elle a joué nue, d'origine iranienne. Oui, mais vous connaissez l'histoire ? Non, pas du tout. Allez-y. Alors, elle s'appelait Anissé Chamanesh, de son vrai nom. Quelque chose comme ça. Oui. Pas sûr, mais en fait... Alors, l'histoire toujours est-il, c'est que je lui montre, à la sortie de Glissement, le projet d'affiche. Et elle dit, mais je suis toute nue. Et je dis, écoutez, vous êtes toute nue depuis un mois et ça n'a pas semblé vous déranger. Ah oui, non, c'est pas ça, moi ça me dérange pas, mais je pense à mon grand-père. Alors je dis, bon, très bien, mais votre grand-père... oui, mon grand-père, je m'en fous, il va jamais au cinéma.
mais s'il voit les affiches dans la rue, alors je dis, mais qu'est-ce que c'est que votre grand frère? Et alors elle me dit à ce moment-là que c'est un ayatollah. Et on est en pleine révolution iranienne, là. Oui, absolument. C'est un ayatollah qui fait partie du nouveau système de répression sexuelle. Et tout d'un coup, elle pense à ça. Et puis alors après, bon, comme d'habitude, elle n'a pas insisté, elle a dit, puis après tout, je m'en fous. Merci beaucoup, Alain Rebrier, d'avoir été avec nous quelques minutes pour cet hommage tendre et amusé et triste à Anissé Alvina. Elle fumait 2 paquets par jour. Hein. Oui, mais vous avez vu qu'il y a quelques jours maintenant, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, il y a Tina Aumont qui a disparu aussi, et on a l'impression que toutes ces actrices égéries du cinéma des années 60 et 70, qui était une époque où peut-être le cinéma était plus libre et plus inventive, voilà, elles disparaissent toutes les unes après les autres, donc on tenait à lui rendre ce petit... Elle était malade, oui, à lui rendre ce petit hommage. Elle avait de l'acromégalie, oui. Merci beaucoup, Alain Rebrier. Au revoir. Au revoir. Arnaud Vivian, par ailleurs. Oui, alors tout le monde a emballé, même Pochon a dû emballer sur Whiter Shade of Pale de Procol Harum. Même moi avec mon physique, j'y suis arrivé. Vous vous souvenez de ce célèbre morceau? Alors, il y a une histoire pas très intéressante, mais quand même, ça pose une question. C'est qu'il y a Mathieu Fischer qui joue de l'orgue. Là, on entend l'orgue, évidemment, qui fait toute la saveur de ce morceau célèbre, qui demande des droits d'auteur car il n'était pas crédité pour l'enregistrement de cette chanson qui est devenue un tube, donc il y a quand même beaucoup d'argent à la clé. Alors 40 ans plus tard, il est âgé de 60 ans aujourd'hui, il est devenu programmateur informatique, donc il a changé de métier, il n'est plus du tout organiste. Il a prié les avocats pour dire qu'il aimerait bien avoir touché un peu d'argent sur ce morceau qui est signé Gary Brooker, qui était le leader du groupe, et Keith Reid qui est le parolier. Donc voilà, et donc a priori ça ne va pas aboutir, cette plainte, parce que les avocats de la partie adverse disent quand même 40 ans après, le gars se rend compte qu'il a joué de l'orgue sur le morceau. Ça va peut-être pas marcher comme ça. Mais ça pose vraiment une question. Est-ce que l'instrumentiste est créateur de l'œuvre, où il n'y a que ceux qui ont écrit, déposé les morceaux qui peuvent toucher de l'argent? Est-ce que celui qui fait un solo... Est-ce qu'un solo est une partie de l'œuvre? Mais c'est ce qu'on appelle le droit des interprètes. C'est comme les comédiens, quand il y a un film qui passe... Alors là, il n'a jamais rien touché du tout. C'est une honte, alors qu'on lui doit tous beaucoup. Donc on va l'écouter un peu tout seul pour vous rappeler l'été de vos 15 ans. Réflexion de Marco Mutel, le réalisateur de cette émission. On va arrêter parce que les droits de la SACEM, ça sera encore pour l'autre. Voilà. Bon, Sandra Freeman, vous, ce n'était pas l'été de vos 15 ans. Voilà, rectification. Ah si, oui aussi, parce que c'est resté très longtemps. Oui, il est question d'un moustachu. Oui, un moustachu qui ressemble pas mal à Freddie Mercury d'ailleurs. C'est Borat. Ils se vantent d'avoir été classés dans les premiers d'ailleurs sur un concours de sosie de Freddie Mercury. Alors il incarne un journaliste cosaque, homophobe et antisémite. On va en parler. Kazakh. Oui, j'ai entendu Cosaque. Oui, c'est ce que j'ai dit. Kazakh. Mais bon, je me comprends encore. Alors, c'est un film qui paraît demain sur les écrans. C'est un film complètement délire, une provocation, qui est tourné sur un mode documentaire et qui joue sur les chocs des cultures. C'est très drôle et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont vu sont complètement hilars. Simplement, il suscite de vives réactions auprès de ceux qui l'ont pas vu. Alors évidemment, pas le Kazakhstan, mais le Kazakhstan, qui se sent complètement ridiculisé. Les Kazakhs sont très très mécontents. Bien sûr, ils l'ont pas vu. Simplement, dans Le Monde, le journaliste Thomas Sotinel rappelle, lui, que le président kazakh a pas mal d'humour. Il s'appelle Nursultan Nazarbayev, j'ai pas mis mes lunettes, le président du Kazakhstan, donc, se serait rendu compte que Borat, s'il ravale son pays au rang de faire-valoir comique, a pour véritable cible les États-Unis d'Amérique. Évidemment. Alors aux États-Unis, le film est sorti, il est en tête du box-office total. Et donc tout le monde aime, sauf une personne qui, on l'a vu dans une dépêche qui est sortie hier, une dépêche où Borat en fait a abordé quelqu'un dans la rue à New York et il lui a dit: j'ai perdu ma dépêche. C'est une catastrophe, Frédéric. Et il lui a dit quoi, Sandra? Il lui a dit:
j'aime vos fesses. Je le fais avec l'accent pour me rattraper. J'aime vos avec vêtements. Avec l'accent kazakh. Sont bien, s'il vous plaît, peut acheter. Je veux faire l'amour avec. Le mec, il a pas du tout apprécié. Du coup, hop, il a beaucoup frappé et il a été très 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 choqué. Le Borat, mais ça ne l'a pas calmé. Choqué mais pas calmé, il est parti en Australie et là en Australie il a continué ses provocations avant-première du film et là qu'est-ce qu'il dit? Il ironise sur les propos antisémites de Mel Gibson, je vous rappelle c'était des propos qui avaient été tenus par le réalisateur de La Passion du Christ à l'époque, donc c'est un homme qui n'a pas peur et je pense qu'on va en parler très longtemps. Voilà, Borat avec le comédien britannique Sacha Baron Cohen qui a appris que dans les rues de New York il valait mieux se tenir à carreau quand on avait une grosse moustache et qu'on commençait à ploter les gens. Arnaud, on va écouter Johnny Cash ? Oui, Johnny Cash, parce que Bernard Stiegler nous disait l'importance des arts vivants en prison. Mais dans les années 50, Johnny Cash, le célèbre countryman, a été enregistré à la prison de Saint-Quentin, un album absolument public, absolument merveilleux. Et donc on va écouter Folsom Blues. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash qui ne pouvait mieux tomber, Folsom Prison Blues, Denis Salas, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal, Catherine Herzberg, Fresnes, Histoire de fou, c'est au seuil. Donc le premier livre, comme son sous-titre l'indique, essai sur le populisme pénal, est une réflexion du moment où nous en sommes sur qu'est-ce qu'une peine signifie, sur comment une société traite les délits. Et puis Catherine Herzberg, c'est un document et une enquête de journaliste absolument prodigieuse dans quand même les entrailles d'une sorte d'enfer, c'est-à-dire le service psychiatrique de la prison de Fresnes. Première question à vous, Denis Salas, est-ce que vous partagez l'analyse de Bernard Stiegler sur le fait que la prison, je reprends ces termes, je crois qu'il a dit abominable, est un système de plus en plus abominable où toute possibilité aux condamnés de s'élever et non pas d'être rabaissés est absolument interdite?
Oui, je me méfie un peu, s'agissant de la prison, des adjectifs, si vous voulez, des qualificatifs qui traduisent une émotion, si vous voulez, à l'égard de la prison. Je pense que la prison, il faut essayer de l'aborder aussi par la réflexion, par son histoire, par son impact aujourd'hui dans nos sociétés démocratiques. Ce que je retiens de ce qu'a dit Bernard Stiegler, c'est une chose... Stiegler, pardon. C'est la question du sens de la peine, parce que on nous rebat les oreilles, si vous voulez, de cette idée que toute peine doit avoir un sens. On a des circulaires du ministère de la Justice, on a des lois qui veulent des modèles théoriques, des modèles punitifs, et on s'aperçoit avec ce qu'il dit que la peine, finalement, chacun invente à son niveau, avec son histoire, son parcours, ses ressources, sa filiation. Il a beaucoup parlé de ces deux gamins. Chacun invente pour lui-même, à son échelle, il l'invente avec l'aide de l'administration aussi, parce que s'il peut pas être tout seul, il peut pas l'inventer. Oui, il y a aussi une question de mais moyens, je dirais, il l'invente parce qu'à l'époque, effectivement, il était seul en cellule. Et que c'est quand même un paradoxe quand même extraordinaire. Il trouvait que le mitard ou le QHS était plus doux que la promiscuité dans les cellules où ils sont effectivement à 9 carrés, à 3, à 4, à 5 actuellement. Donc on voit quand même ça. Alors, par contre, je pense effectivement que ce parcours me fait penser à celui de Philip Morris, qui est un peu du même type, où dans le cas de Philip Morris, là pour le coup contre l'univers pénitentiaire, il va construire les outils intellectuels, philosophiques, dans le cas de Philip Morris en tant qu'historien, docteur en histoire, qui lui permettront de sortir de ce chaos mental qu'est la prison. Donc il y a effectivement une structure carcérale contre laquelle il faut quand même se battre, même si parfois elle offre un espace de liberté ou un espace de non-promiscuité, disons, qui lui permet de s'épanouir. Mais il faut quand même se battre contre cet univers-là et contre l'image que vous renvoie la société, le personnel pénitentiaire et l'ensemble des regards qui s'abattent sur vous. Mais alors, justement, Denis Salas, où en est notre société quant à la volonté de punir, vous êtes vous-même magistrat, enseignant à l'École nationale de la magistrature, ce populisme pénal, d'abord, quelle définition vous donneriez du populisme pénal et est-ce qu'on est en plein dedans? Est-ce que nous sommes dans un cycle de populisme pénal? On est de plus en plus dans le populisme pénal. Moi, j'ai écrit ce livre il y a quelques mois, presque un an maintenant. Je ne pensais pas, si vous voulez, que ce phénomène de démagogie sécuritaire que j'ai appelé le populisme pénal, c'est quoi? C'est au fond un discours politique qui utilise l'émotion suscitée par la victime pour justifier des peines de plus en plus dures. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit effectivement des policiers agressés, interviewés par des journalistes, par des hommes politiques, et qui à la sortie effectivement réclament des peines de plus en plus dures, suppression du droit éducatif pour les mineurs, on l'a vu récemment, rétablissement des peines fixes, qu'on appelle des peines planchées. Qu'est-ce qu'est devenu Bernard Stiegler avec ce type de peine, lui qui a effectivement bénéficié d'une libération anticipée et non pas de peine fixe, il serait resté 8 ans, 10 ans. Si au lieu de faire 5 ans de prison, il en avait fait 10. On ne se rend pas compte du poids que le discours politique actuel, ce discours qui articule de manière perverse la victime et la punition, si vous voulez, a comme effet dans les pratiques punitives et les lois pénitentiaires. Sandra Freeman. Est-ce que d'après vous, ce que vous décrivez là, c'est lié à un problème de fond sociétal ou alors est-ce que c'est plus ponctuel et plus politique ? Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement structurel, si vous voulez. Parce que nous avions, si vous voulez, dans l'après-guerre, une conception de la peine qui était étroitement liée à la notion, j'aime beaucoup ce mot que Paul Ricoeur a construit dans sa philosophie, de réhabilitation. Donc, là, c'était plutôt l'humanisme pénal. L'humanisme pénal. C'est une drôle d'expression, mais... Voilà. Mais disons que ça a quand même porté les espoirs de la réinsertion et de la réhabilitation. Qu'est-ce que dit cet humanisme pénitentiaire? Moi, que je ne prends pas à la légère, si vous voulez, contrairement aux thèses de Michel Foucault, qui lui a beaucoup critiqué cette correction des âmes. Tu vaux mieux que tes actes. Tu vaux mieux que tes actes. Ça veut dire que tes actes, tu les as commis, tu seras puni pour tes actes, mais ta personne, elle, vaut quelque chose. Et la liberté, les chances qu'on va te donner pour que tu puisses sortir de la prison vont permettre effectivement ce que Bernard Stiegler appelait tout à l'heure revenir au monde. C'est une très belle expression qui permet effectivement de nous autoriser à revenir au monde après un passage en prison qui se limite à la sanction des actes.
Arnaud Vivian. Alors on est quand même dans le problème des moyens, parce que Catherine Herzberg dans son livre souligne absolument ce paradoxe terrible, c'est que le président de la cour d'assises de Paris est obligé de dire aux jurés, donc qui siègent dans les jurys d'assises, de dire que la faiblesse des moyens concernant le suivi socio-judiciaire oblige, il est contraint de signaler que ce suivi socio-judiciaire n'existe pas. Conséquence, des peines de plus en plus lourdes, dites-vous, Catherine Herzberg, assorties de périodes de sûreté. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de moyens en prison, finalement, qu'on donne des peines de plus en plus lourdes. Voilà le paradoxe, voilà le cercle vicieux dans lequel la société est entrée. Catherine Herzberg. C'est pas parce qu'il n'y a pas de moyens en prison, c'est parce qu'il n'y a pas de moyens à l'extérieur. Le suivi socio-judiciaire, c'est à l'extérieur. Oui. Là, en l'occurrence, dans le livre, c'était pour les délinquants sexuels, donc qui normalement doivent avoir un suivi socio-judiciaire à l'extérieur. Donc, comme on sait que ça n'existe pas, que ça n'a pas été mis en place après la loi de 98, la loi l'a prévu, mais les moyens derrière n'ont pas suivi. Effectivement, ce qu'expliquait Jean-Paul Jetty, le président de la cour d'assises, c'est que comme ça n'existe pas, les jurés, ils donnent des peines de plus en plus longues. Pour ce qui concerne, moi, la population que j'ai vue, alors je voudrais rebondir sur le sens de la peine, puisqu'on a parlé du sens de la peine tout à l'heure, ce que disait Bernard Stiegler et après Denis Salas. Bon, Bernard Stiegler est exemplaire quand même. Tout le monde n'a pas accès à cette transformation par la prison qu'a eu Bernard Stiegler. Alors, moi, a fortiori, je me suis intéressée à une population de gens qui étaient des malades mentaux. Donc qui, a priori, ne sont pas à leur place en prison. Qui ne sont pas du tout à leur place en prison, je crois. Le problème, c'est que les magistrats... Et ils sont nombreux, d'ailleurs. Et ils sont très nombreux. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui vient d'être faite, une étude épidémiologique, qui a été conduite par des chercheurs de l'INSERM, et qui a montré que un tiers des détenus a des problèmes, a des troubles mentaux sévères, voire très sévères. Ça fait 20 000 personnes. Ça fait 20 000 personnes, c'est-à-dire que le problème de la surpopulation est réglé si on les sort. On n'a plus besoin de construire des prisons. Enfin, je dis ça de manière un peu ironique. Excusez-moi, juste un chiffre. Il y a 60 000 détenus à peu près en France pour quoi ? 50 000 places ? 50 000 places. 50 000 places. 48 000, je crois. 48 000, enfin. Quelque chose comme ça. Il y en a trop. Voilà. Et un tiers des détenus qui a des troubles psychiatriques, mais un cinquième des détenus est psychotique. C'est-à-dire que si on regarde les schizophrènes en prison, il y en a 7%, il y en a 1% à l'extérieur, donc on voit bien qu'il y a une incarcération, une criminalisation de la maladie mentale. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire en prison par rapport au sens de la peine. C'est-à-dire que là, vous avez des gens, pour certains, j'en ai rencontré, qui ne comprennent même pas qu'ils sont en prison. C'est-à-dire, j'ai vu des détenus attendre le bus dans la coursive de la division. J'ai vu un détenu partir au mitard parce qu'il gueulait après le surveillant qui lui rendait pas son vélo pour rentrer à la maison. J'ai vu des grands délirants qui voient le diable partout, etc. Alors, le sens de la peine, là, il est totalement perdu. La peine n'a plus qu'un sens d'élimination. Non, surtout, là, vous signalez qu'il ne suffit pas d'être criminel pour aller en prison. Finalement, on peut ne pas être criminel et aller en prison. On est en dehors de la société, on est drogué, on est très pauvre, on est SDF. Alors, quand même, on va en prison a priori parce qu'on a commis, pas forcément un crime, mais un délit. Mais j'ai vu un homme très très fou qui était là pour 2 mois. Il était vraiment très très fou. Il avait un micro qui poussait dans le ventre, des bêtes dans les oreilles qui s'enlevaient. Il s'était crevé les tympans pour les enlever. Il attachait son sexe dans une chaussette avec un lacet parce qu'il avait peur de violer des femmes malgré lui. Un homme très très fou qui avait 23 ans, qui était là parce qu'il avait piqué je ne sais quoi et qui, pendant qu'il était là, il repassait devant le juge et qui a pris un mois de plus pour 170 € de chewing-gum volé chez Leader Price. Donc on comprend bien que... combien vous dites ? 170. Alors c'est beaucoup de manger 170 € de chewing-gum, mais il était fou, c'est pour ça qu'il en a pris autant. Alors il était là, mais le pire... il n'a pas vu un expert psychiatre qui... Eh ben non, parce qu'il est passé en comparution immédiate. Alors voilà, Salas va pouvoir expliquer ça. Excusez-moi de vous faire expliquer ce qui pour vous est du quotidien, mais quand il y a crime, vous me corrigez, Denis Salas, il y a expertise psychiatrique. Oui. Quand il y a délit, il n'y a pas forcément expertise psychiatrique. Pas forcément, parce que le crime est donc justifie l'entrée en scène d'un juge d'instruction avec une batterie d'expertise pendant cette période de l'instruction qui passe ensuite aux assises. Par contre, sur la question des expertises, c'est vrai qu'on constate qu'actuellement, depuis déjà pas mal d'années, les experts psychiatres sont extrêmement réticents pour des tas de raisons. Les médicaments
sont censés contenir la pathologie mentale, où il y a une espèce d'école qui critique l'irresponsabilité, la démence au moment des faits, eh bien, les experts ne qualifient plus la folie. Donc, dès lors qu'ils ne qualifient plus la folie comme irresponsable, les gens sont déclarés responsables et vont directement en prison. Donc, il y a un mouvement expertal qui justifie l'alimentation des circuits prison, si vous voulez. Catherine, c'est presque pire. Je voudrais compléter ce que vous dites, Denis Salas, parce que ce qui m'a beaucoup impressionné en prison, c'est l'incroyable décalage entre la lecture de l'expertise et le bonhomme qu'on a face à soi. Donc on voit face à soi quelqu'un qui n'a plus accès au langage, qui comprend plus quand on lui parle, qui est assailli de bêtes, de choses, des gens dans une souffrance et une terreur abominable. Depuis des années, en l'occurrence, là, ce garçon de 23 ans disait qu'il était malade depuis l'enfance. Lui, on n'a pas bien compris où s'était passée son enfance. En tout cas, il était dans la rue, il parlait vaguement d'un frère handicapé, on n'a pas retrouvé la famille, il était SDF, et puis il est reparti à la rue, d'ailleurs, quand il est sorti de prison. Donc, mais ce que je voulais dire sur les expertises, c'est que, contrairement à ce que vous dites, enfin vous le savez sans doute très bien, c'est que vous avez des expertises où les experts décrivent parfaitement la pathologie du détenu. C'est-à-dire, il est absolument schizophrène, et il est dans une paranoïa délirante et hallucinatoire patente. Mais au moment de l'acte, c'est pas forcément sa folie qui l'a poussé à l'acte. Oui. Alors il est vraiment fou. Oui, parce qu'il y a au-dessus des juges et des experts une pression sociale qui voit dans le fou l'homme dangereux. Et non pas le malade, si vous voulez. Et donc cette vision collective. Et c'est là où on rejoint la thèse de votre livre. Oui, j'y reviens par le biais de votre propre thèse, parce qu'effectivement, ces figures-là, qui étaient des figures du soin, du traitement, de l'individualisation de la peine, le mineur délinquant, le malade mental, même le délinquant sexuel d'une certaine manière, sont aujourd'hui des figures de la dangerosité collective. Et pourquoi le sont-ils ? On a l'impression que c'est la question que plus personne ne veut se poser. Qu'est-ce qui fait qu'un délinquant est un délinquant ? Et surtout pas les intellectuels, parce qu'il y a eu toute une période où justement, quand Bernard Stiegler était en prison, il y avait Michel Foucault, il y avait le groupement interprison, Information prison, le GIP. Il y avait un travail intellectuel de la cité. Oui, mais ce travail, moi je suis maintenant avec du recul quelque peu critique, parce que ce travail notamment de surveiller et punir a critiqué extrêmement violemment la dimension correctrice de la prison, en disant que c'était une aliénation insupportable qu'on faisait subir aux individus au détriment de leur liberté, et on a scié la branche sur laquelle on était assis, parce que ce travail d'individualisation, maintenant, nous ne l'avons plus. Nous ne l'avons plus parce que les critiques se sont abattues sur lui et que les croyances collectives qui s'attachent à la rédemption, pour reprendre un terme qu'on pourrait aussi employer, en tout cas la réhabilitation, ont disparu. Donc il reste la peur sociale, la dangerosité. Alors vous écrivez, Denis Salas, au fond des prisons, la société enterre ses peurs et croit neutraliser ses risques. Je crois oui, qu'aujourd'hui, nous n'avons plus affaire à un délinquant perçu comme un individu que l'on va soigner, traiter ou accompagner, comme on a pu le connaître dans le passé avec les prisons hôpitales, enfin, dans une mesure. Nous avons affaire à une délinquance comme un phénomène social, comme un risque pour la collectivité, et nous voulons avant tout nous protéger de ce risque en enterrant effectivement nos peurs au fond de nos prisons. Sandra Freeman. Oui, j'aimerais revenir, Catherine Herzberg, sur le sens de la peine, justement, par rapport à toutes ces histoires de fous. D'après vous, est-ce que c'est, même si c'est très différent, le fait de punir et de soigner, est-ce que c'est conciliable ? Alors, je ne vais pas dire que c'est pas conciliable alors qu'il y a des équipes médicales dans les prisons et elles m'en voudraient énormément. Et je viens de passer 4 mois et j'ai été accueillie au service psychiatrique de Fresnes et elles font du travail, comment dirais-je, médical. Mais il faut imaginer ce que c'est que le travail médical en prison. C'est-à-dire, on n'a pas accès, d'abord il faut imaginer, les médecins n'ont pas accès aux détenus. Ce sont les surveillants qui ont accès aux détenus. Donc on n'a pas accès à son patient. Les équipes médicales s'obstinent à les appeler des patients. Les surveillants de l'autre côté les appellent les détenus. Donc ces patients détenus, finalement, ça reste des détenus qui sont en cellule. Les infirmières, on les voit souvent parler à leurs patients à travers une porte close. Si elles veulent prendre la température, je dis n'importe quoi parce qu'on ne prend pas la température en prison, mais enfin on peut prendre la tension, on fait pas grand-chose d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, il faut bien le voir. Mais vous décrivez un état de décrépitude, on se gèle en particulier. Il fait un froid.
Alors moi j'y étais en hiver, mais il paraît que l'été il fait un chaud. Alors moi je ne sais pas. Moi j'ai connu la période. Et plus on l'hiver. S'approche de la punition, c'est-à-dire du mitard, du cachot, plus il fait froid. Plus il fait froid, parce qu'à Fresnes, le mitard est tout au fond. Il faut imaginer Fresnes. Le froid pénitentiaire. Oui, le froid pénitentiaire, c'est le Simone titre. Buffard, il y a quelques Absolument. années. Le froid pénitentiaire, il fait très froid. Et Fresnes, c'est un immense couloir de 245 mètres de long, comme ça, couvert d'un parquet ciré, voûté comme une église. C'est une belle architecture. On a honte de dire ça, mais c'est une belle architecture de la fin du 19e. Mais ça permet d'avoir froid et parce que le beaucoup mitard de est tout bruit. au fond et la chaudière est tout au début. Alors plus on s'éloigne et plus il fait froid. Donc à Fresnes, il y a des détenus qui parfois souffrent d'engelures l'hiver. Moi j'ai beaucoup souffert du froid, mais c'était tout à fait anecdotique par rapport à ce que vivent les gens là. Alors d'après vous, quelle serait une sorte d'orientation souhaitable justement par rapport à toutes ces détenus mentalement fragile. Alors, écoutez, Sandra cherche un ils vont pas bien. Je constate, on peut soigner en prison, c'est-à-dire que les grandes pathologies mentales, c'est quand même difficile à soigner en prison, ça c'est vrai, les grandes pathologies mentales, donc on soigne, il y a beaucoup de médicaments qui circulent en prison, et ça c'est obligatoire, mais comme dit Denis Salas, il y a des gens qui sont pris en charge sur le plan sanitaire pour la première fois quand ils arrivent en prison, parce qu'ils sont tellement désocialisés à l'extérieur qu'ils n'ont pas accès au réseau de soins à l'extérieur et que c'est presque pour certains le dernier lieu où on s'occupe d'eux. Et ça, c'est terrible de dire ça. Et j'ai rencontré des détenus qui disaient, par exemple, mais ça c'est une interpellation et une interrogation fondamentale sur la société dehors, des détenus qui disaient, je vais buter quelqu'un parce que 20 ans de tôle, c'est mieux que dehors. Donc, quand on entend ça, 20 ans de tôle, c'est mieux que dehors, ça nous concerne tous. Alors, ça ne concerne pas que les politiques, là. C'est une interpellation de la société dans son entier, je crois. Mais malheureusement, pour le soin, je pense évidemment aux délinquants sexuels qui ne cessent, vous savez, d'augmenter en prison. Il y avait 4% de délinquants sexuels en 75, il y en a 25% maintenant. Donc un traitement assez massif de la délinquance sexuelle par le monde pénitentiaire. Il ne se passe rien. Alors, je trouve assez étonnant que notre société s'affole dès qu'on libère un présumé délinquant sexuel parce qu'il menace notre société ou un pédophile, etc. Et qu'en prison, on se borne à le priver de liberté. On neutralise effectivement sa liberté, mais on ne l'aide pas, on ne nous aide pas aussi à soigner cet individu qui, je pense, passerait effectivement du temps en prison, un temps plus utile qu'un temps purement stérile. Même chose pour les mineurs, dites-vous, Denis Salas. Le nombre de mineurs incarcérés a augmenté, alors qu'on entend encore des hommes et des femmes politiques dire qu'il faut considérer certains mineurs comme des majeurs dorénavant pour les incarcérer encore. Écoutez, si, comme le dit M. Sarkozy, nous allons traiter... j'en parle parce que ça m'échappe, parce que j'ai été juge des enfants pendant quelques années, donc le propos de M. Sarkozy me choque énormément. Si on considère que le droit éducatif pour les mineurs de 16 à 18 ans est devenu caduc dans notre société parce que ce sont des multirécidivistes, on met à terre 50 ans de construction éducative liée à l'ordonnance de 1945. On a édifié ce droit éducatif pour les mineurs pour les plus inéducables d'entre eux, avec des outils pédagogiques, des foyers éducatifs, qu'on a gardé ce cap malgré le populisme pénal. Si effectivement on arrive aujourd'hui avec cette idée que parce que les victimes le réclament, eh bien, on va jeter les mineurs en prison. Je pense que c'est un recul de la civilisation considérable. C'est ce que et même du langage, on peut dire. Parce que si un mineur est considéré comme un majeur, que veulent dire les mots, soudainement ? C'est l'indifférenciation. Et l'indifférenciation, c'est la barbarie. Et c'est extrêmement grave d'en arriver là. Catherine Herzberg. Je cite Denis Salas à la fin de mon ouvrage abondamment parce que je recommande à tous la lecture de son livre qui est remarquable. Et vous dites quelque chose de très important, je trouve, sur cet appauvrissement du lien social et qui est plus, comment dirais-je, vous le direz encore mieux que moi puisque c'est vous qui l'avez écrit, qui se fonde plus sur l'exclusion que le lien. C'est-à-dire que... Oui, parce qu'on avait la chance d'avoir une société portée par l'idée de progrès, d'inclusion, de développement, ce vieil État-providence qui a porté avec le salariat des forces d'intégration sociale. Et ce lien social se délite, n'est plus suffisamment propre à inclure. Et du coup, effectivement, jette sur le bas-côté des
tas de personnes, d'individus déliés de toute appartenance, qui sont effectivement des cibles faciles pour la délinquance et potentiellement pour la prison. Donc notre société est à la fois plus fragile parce que ces liens se défont, et plus violente parce qu'elle veut se défendre de cette menace que fait peser sur elle ces individus apparemment déliés de toutes appartenances qui vont effectivement apparaître dans les médias comme des figures de délinquance cagoulées et menaçantes. Mais on revient à cette obsession de la sécurité, cette peur où chacun finalement se referme sur lui-même, et vous retracez un petit peu l'histoire de tout cela dans votre livre, et vous dites que le 11 septembre a joué un rôle assez important justement dans cette volonté absolue de punir. Oui, le 11 septembre est dans une configuration d'évolution longue depuis l'après-guerre, et il va effectivement faire triompher l'idée d'une menace généralisée sur notre société. Je veux dire que le terrorisme, bien évidemment, existe, mais c'est aussi une menace qui a été aussi utilisée, on l'a vu aux États-Unis, moins en France, c'est vrai, comme justifiant la torture, justifiant des incarcérations injustifiées, justifiant effectivement des peines non fondées juridiquement, et a donné une sorte de justification morale en termes d'urgence à punir qui s'est installée durablement dans notre État de droit, dans nos démocraties. Et ceci dit, vous faites une comparaison, Denis Salas, entre la situation américaine et la situation française. Et là, il y a des chiffres qui sont quand même accablants. En France, il y a 90 détenus pour 100 000 personnes. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Aux États-Unis, 700. On atteint la bagatelle de 700. Plus de 700. 90, 700. 700 détenus pour 100 000 personnes. C'est-à-dire que la criminalisation de la société américaine, on a l'impression que là, elle est hors de... Alors, c'est pour ça que le populisme pénal, je ne l'ai pas construit par rapport à la situation française, bien que la situation française, depuis que j'ai écrit ces livres, me donne quelque part raison, parce qu'elle évolue dans cette direction-là, surtout dans une période préélectorale. Les périodes préélectorales sont des périodes de surenchère démagogique qui ne font qu'activer le populisme pénal. On le voit actuellement avec les candidats qui s'affrontent sur le terrain de la sécurité. Mais aux États-Unis, où les juges sont élus, où les procureurs également le sont, où les campagnes électorales se font sur l'idée qu'il ne faut pas être soft on crime, sinon on est effectivement un mauvais homme politique, ont développé depuis les années 80, depuis les années Reagan, avec beaucoup de puissance, cette démagogie pénale qui remplit les prisons, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Catherine Herzberg, un mot. Oui, je voulais juste parler du livre de Loïc Vacan, auquel il a été fait allusion tout à l'heure, sur punir les pauvres, et qui décrit très très bien ce modèle américain d'inflation carcérale autour des pauvres. Et Loïc Vacan pointe que le modèle arrive en Europe par l'Angleterre et qui vient chez nous également. D'où l'importance de vos livres. Merci infiniment à tous les deux. Denis Salas, La volonté de punir, essai sur le populisme pénal, c'est chez Hachette Littérature. Denis Salas, vous publiez également avec Antoine Garapon au Seuil un livre qui s'appelle Les Nouvelles sorcières de Salem, leçon d'Outreau, c'est assez clairement dit. Et donc ce formidable document, ce formidable travail de journaliste, Catherine Herzberg, Fresnes, Histoire de fou, c'est publié au Seuil. Noir dans ma caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Ma vie devant ma vie, et les paupières en parapluie. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit, dans un sourire, s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y a toujours main
copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Quand je détraque et que je tique, que je suis pas traque et pathétique. Quand j'hurle dans un mauvais roman, que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Loïc Antoine, Pierrot, Hervé Pochon. Deuxième épisode de mon passage à la maison d'arrêt de Nanterre. Aujourd'hui, nous allons en classe. Je retrouve là 5 élèves dans une petite salle avec un prof. Et qu'est-ce qu'on fait ce matin ? On fait de l'éducation civique. On nous explique la vie politique de la France. Ça m'a appris beaucoup de choses là. Je savais pas ce que c'était l'éducation nationale, la culture, la justice, la santé, la défense. Je commençais à comprendre un peu. Vous avez déjà voté ? Non, jamais. Je ne m'intéressais pas à la politique. Quand vous serez libéré, vous aurez envie de voter ou... Non, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ça sert à rien, je sais pas. On ne se voit pas représenter par eux. Vous voudriez être représenté par qui ? Justement, on ne sait pas. Ça, à chaque fois, on vote, on fait confiance et toujours, il n'y a rien qui se fait. C'est toujours la même. On est en 2006. Il y a du changement, mais pas flagrant. Que sur des petits trucs. Comme par exemple, ils construisent des prisons, des trucs comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, pour les petits frères, tout ça, il n'y a plus rien. Parce qu'on va avoir des enfants aussi, on va faire nos familles. S'ils grandissent comme nous on a grandi, on est là pour vivre quand même. On vit, mais faut vivre, faut être heureux comme tout le monde, quoi. Aller travailler, rentrer le soir, manger en famille, tout ça. Madame Paré, qui est l'enseignante, fait partie des 4 enseignants, plus la quinzaine de vacataires qui viennent enseigner en prison. C'est en tant qu'enseignant très satisfaisant, évidemment, par rapport à ce qu'on peut vivre dans les collèges à l'extérieur. Et le manque de motivation, là au moins, ils sont dans l'ensemble extrêmement motivés. On arrête l'école depuis 5 ans, 6 ans, et quand on se retrouve ici devant le tableau, c'est que vraiment, on a eu la motivation. C'est-à-dire qu'après aussi, il faut que le prof aussi nous motive. Si la plupart, ils ont arrêté l'école, je pense que c'est pour ça. Parce qu'on leur donnait pas la motivation. Ils arrivaient en cours, on lui dit, t'es nul, on te met à côté, vas-y, 0, 0, 0, 0, mais on lui dit pas, t'inquiète pas, persévère, tu vas réussir. Ça veut dire que le petit, il lâche l'affaire et après, il se retrouve dans la rue à galérer, il se dit qu'il est bête, il se dit qu'il a rien à faire. Donc ça veut dire qu'il part en couille, excusez-moi du terme. Et voilà, c'est ça. Or qu'ici, on sait que, comme vous dites, on n'est pas beaucoup, donc ça veut dire qu'on sait que vous prenez soin, ça veut dire que s'il y a un problème, vous allez vraiment nous expliquer jusqu'à ce qu'on comprenne. Et quand on comprend, c'est vrai on apprécie. Alors la conversation s'installe et j'apprends que par exemple à la maison d'arrêt de Nanterre, ce qui n'est pas obligatoire, eux, ils rendent obligatoire l'école jusqu'à 18 ans. Normalement, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais eux, ils imposent ça pour les mineurs jusqu'à 18 ans. On va en classe et l'enseignante me dira d'ailleurs que c'est beaucoup plus difficile avec les mineurs parce que la motivation n'est pas là et il y a beaucoup plus de travail de discipline et d'autorité. Et puis les détenus parlent toujours, ceux qui ont le droit de me parler ne sont que des condamnés et ils me parlent de leurs difficultés, des parloirs qu'on supprime, que parfois c'est pas toujours évident. Et des fois, nos familles, dès qu'elles viennent 2 minutes en retard, on ne veut pas qu'ils rentrent. Ça, c'est trop tard. C'est-à-dire, on a des fantômes et c'est pas bien pour notre linge. On a le droit qu'à 5 t-shirts par semaine. Tous les jours, nous, on doit changer. On a 3 douches par semaine seulement. Les cellules, il fait froid en cellule. Il y a plein de choses qu'ils devraient refaire ici. Ma cellule, j'en prends soin comme si c'était ma chambre. Alors, on a des fantômes, ça c'est une expression que j'ai appris en prison, c'est que on va chercher les détenus parce qu'ils ont un parloir et puis effectivement la personne est arrivée 2 minutes en retard et donc ils sont là et il n'y a personne, ils appellent ça « j'ai eu un fantôme ». Autrement, qu'est-ce qu'ils ont aussi ? Les résultats, je voulais vous donner quand même les résultats pour 2006 des services scolaires à la prison de Nanterre. Il y a un BEP comptabilité, 9 inscrits, 8 reçus, le diplôme national du brevet qui est l'anciennement BEPC, 14 inscrits, 10 reçus, le baccalauréat, 3 inscrits, 0 reçus et le diplôme d'accès aux enseignements universitaires, 5 inscrits, 3 reçus. Les résultats sont quand même là. On sent une motivation. Et comme me disait Soldat, c'est son pseudo évidemment, qui me parlait de sa cellule où il fait froid, à un moment je lui dis mais est-ce que vous accepteriez de me faire visiter votre cellule ? Il me dit ok, quand le cours est fini, on se retrouve et vous pouvez venir voir ma cellule. Donc je sors et là je rencontre un monsieur qui se balade avec son chariot. Là je sers à manger pour les détenus, voilà.
C'est mon boulot de tous les jours. Et c'est quoi le menu aujourd'hui? C'est des nuggets au poisson avec de la purée. Voilà, nuggets avec purée, ça va pas satisfaire tout le monde. J'arrive dans la cellule de soldat, le rideau, on ouvre la porte, le rideau est tiré, la télévision marche à fond, ils sont 3 là-dedans, et soldat, lui, est en train de faire cuire ses saucisses sur une petite lampe à huile posée sur 3 boîtes de conserve, et il fait cuire ses saucisses. Je lui dis, mais vous avez le droit de faire de la cuisine dans votre cellule? Je sais pas si on a le droit. C'est votre copine qui est en photo sur le mur? Non, c'est pas des copines ça. On aimerait bien, mais bon, elles sont là pour égayer la journée, quoi. Égayer la petite vie, petit train-train. Et les toilettes, vous avez des toilettes Ouais, des toilettes correctes, comme à la maison. Porte battante, tout ça. C'est déjà mieux que dans les autres prisons. On se voit pas aller aux toilettes, quoi. Et les stocks de bouteilles d'eau, là, c'est à vous? C'est la prison qui vous les donne? Non, non, ils nous donnent rien ici. C'est nous-mêmes, on les achète. Oui, mais là, vous faites cuire des saucisses, par exemple, mais j'ai croisé le monsieur qui apporte les repas. Ah non, on touche pas ça. On a nos cantines, nous. Parce que si vous preniez le repas, faudrait le payer, c'est ça? Non, même c'est gratuit. C'est gratuit. On préfère voir ce qu'on fait. Le faire nous-mêmes, prendre le temps à le faire, ça fait passer le temps, ça change plein de choses. Dommage, il n'y a pas d'herbe, tout ça, mais bon, on arrive à faire quelques bons trucs, quoi. Moi, dehors, je me faisais à manger moi-même. C'est que j'aime bien, moi ou mes co-détenus, on aime bien voir ce qu'on fait. Ça passe la journée, comme je vous dis, là, il est en train de préparer un truc, il va tuer une demi-heure. Une demi-heure, elle est passée. Fait le petit sport, ça passe. Il y a plein de choses. Comme ça, la journée, elle est réglée, ça y est. Et voilà, c'est comme ça qu'on se fait sa cuisine. On préfère faire sa cuisine que d'acheter ce qui est prévu, de manger ce qui est prévu. Et lui, Sam, il a des livres à côté du lit. Alors je regarde les livres. Il y a le guide de la cuisine étudiante. Et je lui dis, ah bon? C'est obligé, ça. Ouais. Ça, le milieu de nuit, ça, bon. Un peu de Baudelaire, ça passe la journée. Ah, vous avez un poème de Baudelaire que vous aimez bien? J'en connais par cœur, mais j'aime pas. J'aime pas. Dites-moi le début. Non, je déteste ça. J'en connais 3-4, mais j'aime pas les. Lequel? Donnez-moi le titre. À une passante. Et ça commence comment ça? La rue assourdissante. Autour de moi hurlait, longue main, sans grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, sous le vent balançant le feston de l'ourlet. Il y a pas, Bernard Stiegler n'est pas que une exception. Sam, il a fait 5 ans et demi il est là pour 5 ans et demi, trafic de stupes, et il aime bien la poésie, je vous promets qu'il connaissait Baudelaire, mais il était timide devant le micro. Quand j'entends ça, je me dis, il faut vraiment s'évader. Je teste avec le directeur adjoint si c'est possible, une petite évasion à Nanterre. Non, aucune. Non, il n'y a vraiment eu aucune évasion. Bon, ben alors je reste. On se retrouve demain. Merci beaucoup Hervé Pochon. François Simon tout de suite. Vous savez, quand on mange froid, on sent le froid, pas le goût. Quand on mange chaud, on sent le chaud, pas le goût. Quand c'est dur, on sent le dur, pas le goût. Donc, il faut manger tiède et mou. François Simon, notre ami du Figaro. Bonsoir François. Bonsoir Frédéric, bonsoir mes amis. Bonsoir François. Bonsoir mon ami François. Eh bien, on va peut-être changer de tôle, là, si vous voulez bien. D'ailleurs, puisqu'on commence à se connaître, n'est-ce pas, je voudrais bien vous confier quelque chose. Je le peux? Ah bah oui, on attend que ça. Parfois, vous me fatiguez. C'est clair? Pourquoi? Je passe mon temps à vous chercher des arrêts planqués derrière les fagots. J'extrais du lointain des petites merveilles, des panachés de bulots à l'aïoli, des tabliers de sapeurs sauce gribiche, des feuilletés cristallins, des sabayons mousseux, des esquimaux, des broches au beurre blanc, et même la semaine dernière, vous vous souvenez la semaine dernière? Il nous provoque, chef. Le lièvre à la Royale. Le lièvre à la Royale. Silence dans les rangs du Stella Maris avec Tateru Yoshino. Vous vous souvenez de son histoire? Vous vous souvenez de ce travail de Romain, il fallait passer des jours, faire mariner genièvre, canotte, girofle, et même du chocolat amer. Et que me répondent ces messieurs dames levant un index pour une fois vertueux? C'est trop cher. Trop cher. Ben, voilà. Bien sûr que c'est trop cher, si ce n'est pas bon. On est bien d'accord. Mais sincèrement, vous pouvez trouver également... Comme je m'en souviens, je rappelle que c'était 45 €. Hein, Non, 49 €. 49 € Pochon, le lièvre à la Royale du Stella Maris. Mais ça l'évoque. Pas par tête, par plat. Par tête, ça fait bien plus. Oui, François. Sam qui fait ses saucisses. Vas-y. Mais sincèrement, vous pouvez trouver également des valises à 10 €. On est d'accord. Je l'ai fait une fois pour voir. Au bout de 10 mètres, la poignée m'est restée dans la main. Et que je sache, je n'ai surtout pas envie de vous perdre la main. Mais autre argument un peu tordu que vous m'avez sorti,
et qui me chauffe un peu les oreilles. Avec un alibi sacrément failloteur, vous m'avez dit « Il faut penser aux éditeurs, aux auditeurs. » Qu'est-ce que vous croyez que je fais les éditeurs, toutes mes journées? Le qui tue. Oui, ça tombe bien. Pensez aux auditeurs plutôt qu'aux éditeurs. Qu'est-ce que vous croyez que je fais toutes mes journées à traquer les jambonneaux certifiés, l'andouillette de Guémené-Pinfo, la crème glacée à bonne température, ces longs dîners en tête-à-tête avec ma demi-bouteille de Morgon. Et puis, très sincèrement, le très peu que je crois deviner de vos habitudes me laisse à penser que lorsque votre index, par exemple, et au hasard, se balade sur une carte de plat ou même sur la carte des vins, on va dire, il s'arrête souvent sur des flacons dont le prix en euros aurait de quoi effrayer nos chers auditeurs. Ne rougissez pas, ne protestez pas, cher Frédéric, car vous avez raison. Il faut au restaurant régulièrement perdre la raison et manger et prendre ce qui nous plaît. Bien sûr, il est absurde de passer sa vie à gueuletonner. Mais lorsqu'on y va, on y va. Il y avait à la Royale, ok. Addition meumeux, soit. Mais le lendemain, à la soupe, il en existe de délicieuses ou un sandwich. J'ai une adresse épatante, ça s'appelle le Petit Vendôme, près de la place Vendôme, 8 rue des Capucines, c'est ouvert de 7 à 20 heures, c'est fermé le dimanche. Ça, c'est pour le bon sandwich. Ah, et ça, c'est formidable. Bonne pour baguette de chez Julien. Des lendemains de cuite. Terrine et jambon à l'os, bleu d'Auvergne, comté, beurre à la motte. Je vois que vos visages, d'habitude irradiés par l'irrespect, deviennent attendris. Ça tombe bien. Une autre adresse, Lou Cantou. C'est 35 cité d'Antin, dans le 9e arrondissement, à Paris, à nouveau. Et le menu est à combien 30 €. C'est bien, toi. 12 €. Ah, 12 €. Voilà l'effort, François. Carottes râpées, merlu aux petits légumes, œufs à la neige. Bon, c'est vrai que les œufs à la neige, il y avait du caramel un peu industriel dessus, mais vraiment bien. Est-ce que le merlu était bien? Le merlu était bien, les petits légumes étaient attendris et croquants. Et c'était parfait. Je rembourse ce café comme d'habitude à ceux qui sont mécontents. Et j'ai trouvé cette adresse dans un très bon petit guide. Ça s'appelle le guide des restaurants à moins de 12 €. Ça a été fait par Guy Le Vavasseur aux éditions de l'IF. Et on peut lui tirer de chapeau parce que faire ce genre d'enquête, c'est-à-dire se goinfrer des galettes au jambon fromage, faut avoir un estomac de pierre. Et des Esquimaux. Merci beaucoup, François Simon. Le guide des restaurants à moins de 12 € de Paris. Espérons que ce n'est qu'un début. Chez quel auditeur? Guy Le Vavasseur, les auditions, les éditions de l'IF. Merci beaucoup, François Simon. Portez-vous bien. À demain. Ciao.